Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce mardi. Elles sont sur tous les fronts et de tous les combats. À l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, nous nous sommes penchés sur le quotidien de celles qui représentent au Maroc 50% de la population dans les campagnes. Nous irons dans la campagne rurale de Tidili, à 100 km de Ouarzazate. 300 familles attendent depuis 6 ans que leur appartement soit livré. Certaines ont versé jusqu'à 1,2 million pour devenir propriétaires. Pour faire entendre leur voix, des manifestations sont organisées au pied de l'immeuble toujours inachevé à Sidi Marouf à Casablanca. Une semaine après le début de l'offensive turque en Syrie, les membres européens de l'OTAN ne cachent plus leur mécontentement. Paris a mis en cause ce mardi la Turquie et les États-Unis. De son côté, Londres a annoncé la suspension de ses exportations d'armes vers la Turquie. Essaouira a dansé ce week-end au rythme des musiques électroniques avec le Moga Festival. Le public venu nombreux a vécu une expérience hors du temps dans l'ancienne Mogador qui a incarné pour l'occasion un trait d'union entre musique électronique et traditionnelle. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, ce déraillement d'un train près de Bouskoura ce matin vers 12h20. Le train Al-Atlas numéro 610 reliant Marrakech à Casablanca est sorti de ses rails à proximité de la gare de Bouskoura du côté de Berchid. Selon le communiqué publié par l'ONCF, cet accident n'a fait aucun blessé, mais le trafic a été fortement perturbé. Il n'a d'ailleurs toujours pas été rétabli. L'office qui déclare que des équipes se sont déplacées immédiatement sur les lieux pour prendre en charge les voyageurs et les acheminer vers leur destination, précise également que plus de précisions seront données dès rétablissement du trafic sur cette ligne. Elle joue un rôle majeur et de plus en plus reconnu dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale. Les femmes et les filles contribuent de manière inestimable au développement. Agricultrices, mères de famille, à l'extérieur comme à l'intérieur du foyer, elles sont de tous les combats. À l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, nous nous sommes penchés sur le quotidien de celles qui représentent au Maroc 50% de la population dans les campagnes. C'est un reportage dans la commune rurale de Tidili, à 100 km de Ouarzazate, de Nzabazizi et le Mouloudi Zindine. Le récit est de Amina Mkhalq. Dans le cadre paisible de la commune de Tidili, ce sont des journées très chargées qui attendent les femmes de ce douar. Et elles commencent très tôt. Dès les premiers rayons de soleil, les tâches ménagères se succèdent et semblent interminables. C'est très dur de faire tout cela au quotidien. Je me lève à l'aube pour préparer à manger aux enfants qui doivent aller à l'école. Je travaille ensuite dans les champs et je vais chercher de l'eau. C'est beaucoup d'efforts en une journée. Un travail contraignant pour celles qui représentent près de 50% de la population rurale au Maroc. 93% d'entre elles sont engagées dans des activités agricoles et semi-agricoles. J'espère que les responsables vont se pencher sur le cas des femmes rurales qui ont vraiment besoin de meilleures conditions de vie. Car ces femmes sont une composante très importante de la société marocaine. Elles sont également plus actives que les femmes en milieu urbain, car 71% d'entre elles travaillent contre 34% dans les villes. Eux représentent un tiers de la population. Pourtant, les jeunes sont les grands oubliés de la croissance, selon l'un des derniers rapports du Conseil économique, social et environnemental. Valoriser ce capital humain et faciliter son insertion socio-économique est une priorité nationale. Dans son discours prononcé devant les deux chambres du Parlement vendredi, Sa Majesté le Roi a appelé à soutenir l'avenir de la jeunesse marocaine et à accompagner les jeunes auto-entrepreneurs. Retour sur cet axe du discours royal avec ses réactions recueillies auprès des jeunes. C'est un reportage de Amin Hiddo. Le récit est de Amina Mkhalq. Le secteur financier appelé à tendre la main aux jeunes, c'est ainsi que le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est perçu dans les rues de Casablanca. Une jeunesse pleine d'espérance à travers le pays. Elle représente 35% de la population marocaine. Sa Majesté le Roi Mohammed VI prend l'initiative de nous faciliter la tâche après nos études. Je trouve que c'est une bonne initiative tout simplement. C'est tout ce qu'on veut après la prise de nos diplômes. Le fait que les banques soient appelées à faciliter l'octroi de crédits aux jeunes est une bonne nouvelle, car ils pourront désormais agir au lieu d'attendre la bonne opportunité d'emploi. Pour
Pour permettre aux jeunes diplômés d'entreprendre, les banques sont appelées à simplifier les procédures et conditions de financement de leurs projets, ce qui pourra créer des opportunités pour les 15-29 ans, une catégorie qui représente 65% des personnes au chômage. Les banques doivent faire confiance aux jeunes, notamment en leur permettant d'emprunter pour investir et créer leurs projets. Mais ces jeunes doivent aussi se montrer responsables et présenter des projets sérieux en ayant les bonnes garanties. Les banques ne soutenaient pas jusque-là les jeunes qui voulaient créer leur entreprise. Mais ce message de Sa Majesté le roi Mohammed VI va changer la donne et permettre d'améliorer la situation. Je ne comprends pas le refus des banques d'accorder des prêts aux jeunes. Ils ne demandent pourtant pas des sommes colossales, mais juste de quoi commencer leur activité. Selon le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'activité des petites et moyennes entreprises doit également être soutenue par les banques, encore réticentes à financer ces structures, des structures qui représentent pourtant 90% du tissu économique national. Et pour parler plus en détail du soutien aux jeunes entrepreneurs, avec nous sur le plateau, Mustapha Al-Jay, docteur en finance et économiste. Monsieur Al-Jay, bonsoir. Alors, dans son discours, Sa Majesté le Roi a appelé les banques marocaines à s'associer à l'effort de développement. Ce message du souverain intervient dans un contexte particulier. Il y a un timing, en effet. Selon les derniers rapports de Banque El Maghreb, et plus exactement les 2 derniers rapports, la progression des crédits a été timide ces 2 dernières années. Quelles sont, selon vous, les problématiques majeures qui explique le ralentissement du crédit aux entreprises? Merci pour votre invitation. Très ravi d'être parmi vous ce soir. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, Sa Majesté a exhorté le secteur bancaire pour plus d'engagement en faveur des jeunes porteurs de projets et des PME. Et afin de répondre un petit peu à votre question, le taux de progression de crédit a été un peu atteint. On est aux alentours de 3,5% en moyenne, contre des taux à 2 chiffres auparavant. Je pense qu'il faut juste nuancer certaines rubriques. Sur les 870 milliards d'encours bancaires à fin décembre 2018, il y a à l'intérieur des rubriques qui ont plus progressé, notamment les crédits de trésorerie. Mais ce qui est un petit peu regrettable, ce sont les crédits d'investissement pour financer l'outil de production qui crée de la croissance, où effectivement il y a une stagnation, voire on fait pratiquement moins 0,2. Cela est dû, à mon sens, d'abord à un environnement, à une conjoncture que connaît le monde et le Maroc par ricochet depuis quelques années, et ce qui explique effectivement que cette progression est un peu atone et timide. Alors, autre point, et c'est un constat, le souverain a également parlé de perception négative de certaines catégories de la population qui voient le secteur bancaire, et ce sont les mots du souverain, comme un organisme ne recherchant qu'un profit immédiat et sans risque. Et c'est une réalité quelque part. Il y a ces conditions d'éligibilité, il y a les procédures qui sont contraignantes, il y a la peur du citoyen. Comment est-ce que cette perception, elle pourrait être corrigée ? Donc je pense que cette perception est due à une problématique, ce qu'appellent les économistes une asymétrie d'information. C'est-à-dire on n'a pas la même information au niveau du côté de la banque et du côté du jeune porteur du projet ou de la PME. Donc il y a aussi un problème de communication. C'est pour cela que Sa Majesté a invité le gouvernement, Banque El Maghreb, les autorités monétaires et le GPBM à se mettre autour d'une table, à innover, pour permettre à ces jeunes porteurs de projets d'accéder au financement par des produits adaptés. Et je fais notamment allusion à toute la panoplie de mécanismes de produits de fonds de garantie qui permettent à ces jeunes d'accéder au financement sans avoir forcément des hypothèques ou des garanties réelles. Également à tout l'aspect capital risque, c'est-à-dire que la banque ou la structure financière s'associe avec le promoteur, parce qu'il y a le financement, certes, il est capital, mais il y a aussi l'accompagnement. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, sur les 870 milliards d'encours, 40% est dédié à la PME et TPME. Certes, il y a un effort à faire, notamment en matière d'assouplissement des procédures, et à juste titre, je donnerai juste à titre d'exemple,
essayer peut-être au niveau de certaines banques de la place de décentraliser les décisions d'octroi de crédit au niveau des régions. Parce qu'il y a une connaissance, il y a un ancrage régional, une connaissance profonde du tissu économique des régions. Et surtout qu'il s'agit de sommes modiques relativement à d'autres, je dirais, financements assez importants pour certaines grandes entreprises. Alors, la jeunesse marocaine voudrait participer et bénéficier de la dynamique de développement que connaît le Maroc. Il y a des jeunes porteurs de projets, il y a des idées, il y a de l'ambition. Mais il y a aussi ce ressenti chez les jeunes, c'est que la banque ne prête qu'aux riches. Il faut avoir un certain statut pour pouvoir bénéficier d'un crédit à la banque. Oui, effectivement, c'est un constat, c'est une perception. Mais dans la réalité, moi, je peux vous dire, il y a certainement des efforts à faire, c'est clair, et Sa Majesté l'a souligné, et le groupe de travail va se mettre rapidement autour d'une table pour trouver surtout des formules innovantes. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu quelques expériences. Dans les années 90, on a eu la formule jeune promoteur, où le système bancaire a fait quand même un effort. Et on a eu la chance d'avoir maintenant certaines jeunes entreprises qui sont devenues maintenant de très grosses entreprises grâce à cette formule. Il y a eu un taux d'échec relativement important, mais c'est pas grave. On a gagné quand même quelques champions nationaux qui ont démarré jeunes promoteurs. Il y a aussi la formule Muqawalati qui n'a pas peut-être connu le succès qu'il mérite. C'est pour cela qu'il faut faire un peu de fine-tuning sur ces produits pour mettre en place... cette réflexion, toute cette jeunesse qui va arriver, par exemple, ces lauréats de la formation professionnelle, tout à fait. Qui sont nombreux. Tout à fait. Et moi, je pense que sur les 150 000 lauréats chaque année qui sortent de la formation professionnelle, ce n'est ni le secteur public, ce n'est pas sa vocation, il ne pourra pas les prendre. L'auto-emploi pourrait être une solution assez intéressante. Et pour le jeune, il va créer d'abord son propre emploi, et partant, il va créer 2 ou 3 autres emplois avec. Et l'auto-emploi est une solution, à mon sens, à cette problématique de taux de chômage élevé, c'est les jeunes diplômés. Mais il y a le financement, certes, mais il y a aussi l'accompagnement, il y a éventuellement le conseil, il y a aussi l'accès au foncier, il y a d'autres, si vous voulez, contraintes qu'il faut aussi lever. C'est pour cela qu'il faut un environnement qui favorise l'éclosion de cette génération, ou cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Il y a même l'esprit d'entrepreneuriat qu'il faut inculquer dans nos universités, dans nos écoles. Parce que la problématique, c'est que nous sommes souvent, nos diplômés, orientés vers le salariat. Mais il n'y a pas que le salariat. On a vu, il y a des jeunes qui ont reçu d'une manière extraordinaire. Il y a des success stories. Un dernier mot sur le secteur informel. Alors sur le secteur informel, donc Sa Majesté a rappelé dans son discours 3 axes. 1, comme vous avez dit, faciliter l'accès au financement aux jeunes porteurs de projets et surtout de différentes couches sociales. C'est très important. Il faut que toutes les couches sociales puissent accèdent. Voilà, exactement, c'est très important. Soutenir les PME et les TPME spécialisées dans l'export, et notamment en Afrique, parce qu'elles drainent des devises pour le pays, et intégrer les travailleurs du secteur informel via ce qu'on appelle l'inclusion financière, comme le microcrédit, pour permettre à ces opérateurs, entre guillemets, du secteur informel, à réintégrer le secteur formel et leur faciliter également, je dirais, l'accès un petit peu à ce financement et partant à être inscrit dans le secteur formel. Mustapha El-Jay, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Arrêtons-nous à présent sur ce litige. 300 familles attendent depuis 6 ans que leur appartement soit livré. Certaines ont déjà versé des sommes conséquentes, jusqu'à 1,2 million pour devenir propriétaires d'un appartement à Sidi Maharouf, à Casablanca, pour faire entendre leur voix et réclamer justice. Des manifestations sont organisées au pied de l'immeuble, toujours inachevées. Les explications dans ce reportage de Hassan Lohmadi et Etman Mawadeh. Le commentaire est de Selim Abneb. Ils manifestent pour exiger leur dû, comme ils l'avaient déjà fait précédemment. Tous ont versé leurs économies, certains plus de 1 million de dirhams, pour devenir propriétaires de l'un de ces appartements, dont les travaux sont à l'arrêt depuis 6 ans dans ce quartier de Sidi Maharouf, sans imaginer que leur rêve d'achat allait se transformer en cauchemar.
Je vivais au Canada avec ma famille et nous avons décidé de revenir au Maroc pour faire grandir mes filles ici. J'ai versé 250 000 dirhams pour réserver l'un de ces appartements. J'ai versé 530 000 dirhams. C'était en mars 2014. La société en charge du projet nous a promis une livraison en 2016. Et bien depuis toujours rien. Cela fait 6 ans que j'attends. L'appartement n'a pas été livré et mon argent ne m'a pas été rendu. À l'origine de ce litige, un désaccord en interne entre le groupe immobilier, premier investisseur, et le promoteur en charge de la construction. Ces deux pères de famille font partie des quelques 300 victimes qui ont réservé un appartement. Nous nous sommes procurés les documents qui attestent des sommes versées. L'affaire fait l'objet de 3 plaintes, pénales et civiles. À chaque fois, les victimes ont obtenu gain de cause et disposent de jugements définitifs. La société a été condamnée à les rembourser, mais malgré plusieurs relances, elles n'ont toujours rien reçu. Nous voulons que les sommes versées nous soient remboursées. Nous avons contacté à plusieurs reprises les responsables du groupe immobilier. Ils nous ont affirmé que notre argent était disponible, mais qu'il pourra nous être rendu uniquement lorsqu'un accord avec le promoteur en charge de la construction sera trouvé. Peu importe les différends entre le promoteur et le groupe immobilier, nous avons donné notre argent à une société. Cette société doit nous le rendre. Un chantier à l'arrêt et un bureau de vente fermé. Nous avons contacté Sadreddine Benhima, le fondateur du groupe immobilier en charge du projet. Il assure que les victimes seront remboursées dans les prochains jours. Le différend avec le promoteur pourrait être réglé cet après-midi, comme il pourra l'être en fin de semaine. Le fait est que cette personne a souhaité ne plus faire partie des associés. Dans ce cas, il faut qu'un accord soit trouvé avec lui, qu'un arrangement soit signé. Nous travaillons actuellement sur les conditions du contrat. L'affaire est en passe d'être réglée. Nous sommes d'accord sur 95% des points. Une promesse déjà formulée l'été dernier et non tenue d'après les victimes qui se retrouvent entre le marteau du promoteur et l'enclume du groupe immobilier. Avec à leur charge des crédits bancaires et des loyers à payer, ces familles promettent de nouvelles mobilisations pour accélérer le processus de remboursement et ainsi mettre un terme à une situation qui n'a que trop duré. Un mot à présent sur cette nouvelle opération que la Marine royale a porté assistance en Méditerranée à des candidats à la migration irrégulière. Les gardes-côtes ont secouru entre jeudi et dimanche un total de 329 candidats à la migration clandestine en Méditerranée. Les secourus à majorité subsahariens, parmi lesquels se trouvaient 49 femmes et plusieurs mineurs et enfants ont été acheminés sains et saufs vers les ports de Tanger, El Hoceima, Nador et Qsar Sgher après avoir reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine royale. L'Italie autorise le débarquement de 176 migrants à bord de l'Océan Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. Les migrants ont été repêchés à bord de 9 embarcations pneumatiques, parmi eux 4 femmes enceintes et 9 enfants. Les détails dans ce récit de Mamadou Diaye. Des embarcations de fortune remplies de migrants, repérées de justesse par le navire Océan Viking. À leur bord, plus de 170 candidats à l'immigration clandestine. Parmi eux, 4 femmes enceintes et 9 enfants de moins de 16 ans, repêchés près de l'île de Lampedusa. Ils vont pouvoir débarquer en Italie. Malgré une législation de plus en plus durcie dans le pays, les migrants continuent d'affluer au large des côtes italiennes. Les 176 migrants secourus par l'ONG Médecins sans frontières et SOS Méditerranée ont été sauvés lors de 2 missions distinctes. Le préaccord de la Valette du 23 septembre entre la France, l'Allemagne, l'Italie et Malte a pour objectif justement de permettre de débarquer les bateaux humanitaires dans les meilleurs délais. Et cela dans l'attente d'un accord définitif visant une gestion durable de la situation. Le week-end était donc particulièrement mouvementé. Au total, plus de 350 migrants répartis dans une dizaine d'embarcations ont été secourus en 48 heures au large de l'île italienne. Des chiffres pourtant en baisse selon l'Organisation internationale des migrations. Jusqu'en 2017, le débarquement de migrants dans cette zone était estimé à 1 millier de personnes chaque fin de semaine.
Une semaine après le début de l'offensive turque en Syrie, les réactions et sanctions internationales se multiplient. Les membres européens de l'OTAN ne cachent plus leur mécontentement. Paris a mis en cause ce mardi Ankara et Washington. De son côté, Londres a annoncé la suspension de ses exportations d'armes vers la Turquie. Les développements avec Mamadou Diaye. Dans cette ville frontalière de Ras El Ain en Syrie, forces kurdes et armées turques se livrent en combat, sans merci. Le président turc Recep Tayyip Erdogan semble décidé à aller jusqu'au bout de sa logique, mettre en place ce qu'il appelle une zone de sécurité qui sépare la frontière turque de celle contrôlée par les forces kurdes. Pour la France, les décisions américaines et turques sont lourdes de conséquences. Que ces décisions remettent en cause 5 années d'efforts de la coalition dont les Américains étaient le partenaire principal, mais dont beaucoup d'autres États, dont la France, étaient partenaires. Ces 5 années de travail, de combat, sont remis en cause, nous le voyons, par la décision américaine. Le Royaume-Uni tire dans le même sens. Tout comme la France et l'Allemagne, le pays décide d'arrêter toute opération commerciale d'armement avec la Turquie. Le gouvernement britannique prend très au sérieux ses responsabilités en matière de contrôle des exportations d'armement et dans ce cas précis, bien sûr, nous continuerons à examiner très attentivement et en permanence nos exportations d'armes vers la Turquie. Dans l'attente d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi, le bilan s'alourdit. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'offensive a fait 70 victimes civiles. Elle a également causé quelques 160 000 déplacés, un chiffre qui pourrait doubler les jours à venir, craint l'ONU. Santé à présent, c'est un geste utile, surtout durant cette période où grippe et rhume sont plus fréquents. Se laver les mains protège notre santé et celle des autres. Dans les établissements hospitaliers, l'hygiène des mains est primordiale. C'est un acte qui sauve des vies. Le personnel soignant doit constamment adopter les bonnes pratiques en matière de propreté. Reportage Oussama Ofkher et Younes Nasseri sur un récit de Salim Ablabou. Infirmière au service stérilisation du CHU Mohamed VI d'Oujda, Safa a une hygiène des mains irréprochable. Avant chaque manipulation du matériel médical, elle utilise un liquide antiseptique. Le service dans lequel je travaille est l'un des plus sensibles de l'hôpital car c'est ici où sont stérilisés les matériaux utilisés par les différents services. D'ailleurs, nous sensibilisons constamment nos collègues à l'hygiène des mains. Dans la vie professionnelle comme dans la vie quotidienne, les mains sont un vecteur de contamination très important. Pour éviter les maladies, il suffit d'adopter des gestes simples pour une hygiène exemplaire. Il faut se laver les mains fréquemment. Cela doit être un réflexe, aussi bien avant manger qu'après avoir mangé. Pour les professionnels de la santé, le lavage des mains est une mesure de propreté qui fait partie des règles d'asepsie médicale. 80% des microbes se transmettent par les mains sans cesse en contact avec notre environnement. Les laver régulièrement à l'eau et au savon permettrait de réduire de moitié le risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale. Nous terminons cette édition avec de la musique. Essaouira a dansé ce week-end au rythme des musiques électroniques avec le Moga Festival. Le public venu nombreux a vécu une expérience hors du temps dans l'ancienne Mogador qui a incarné pour l'occasion un trait d'union entre musique électronique et traditionnelle. Les DJ les plus célèbres de la planète ont fait vibrer leurs platines dans différents lieux de la ville des Alizés. Ce sont des images de Younes Bah commentées par Samia Haris. Lounge music, ambiance chill-out, piscine et palmiers, cela pourrait être n'importe où dans le monde, mais nous sommes à Essaouira et ici les Gnawa sont toujours de la fête. Les Français, Thomas et Julien, du duo Parallèle, mêlent leur production au rythme du Mellem Omar Hayat. Pour sa 3e édition, le Moga Festival propose une création inédite, fusionnant sonorités électroniques et traditionnelles. Le Moga Festival, c'est ça, c'est une aventure avec plein de disciplines, avec plein de choses à découvrir. Cette année, le festival Moga, encore une fois, rassemble des DJ marocains et des DJ internationaux venant du monde entier. Le soir tombe sur la ville des Alizés et la fête bat son plein. Les DJ du monde entier, les plus réputés de leur génération, investissent les platines. Au programme, Yoko, Mathieu Dikey ou encore Bérouz.
Et la scène marocaine est aussi de la partie. C'est ma deuxième année de participation, super vibe, le line-up est vraiment excellent. Parmi les meilleurs DJ au monde, moi ça me fait toujours un plaisir de jouer dans mon pays. Il y a des gens des quatre coins du monde, tout le monde est là pour s'amuser, tout le monde est là pour écouter de la musique électronique et de la musique électronique de qualité. On va rentrer dans le club pour faire une autre